m'appelle Jean-Pierre. Effectivement, mon taf au quotidien, maintenant, je suis indépendant. Je suis architecte web itinérant, c'est-à-dire que on m'appelle quand on a besoin de moi et je reforme des équipes. Et je suis aussi formateur, notamment sur la perf. Je dois être, de toute façon, je suis le seul en France à faire la formation performance web, comment accélérer un site, et sur les technos du web en général, JavaScript spécifiquement. Je fais énormément de veille sur Zeistelmanic, sur Twitter. Donc là, en fait, je vais vous raconter l'histoire d'un projet. On s'est planté. Je vais d'abord vous décrire le projet en lui-même parce que pour moi, on n'avait pas de grosses raisons de se planter. D'abord parce que c'est un projet qui, aujourd'hui... le son marche. Ça s'appelait Time of My Life. Et donc en fait, c'était l'héritage numérique. Par contre, du coup, j'avais pas prévu que ça marche. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de son. Ah. Oui, non, alors la Corée, ça va être autre chose. Non, ça marche pas non plus. Pas grave. En fait, l'idée de base, c'était de récupérer. L'idée de base, en fait, c'était de récupérer, comment dire, en fait, toute votre vie numérique et de la mettre sur ce qui ne s'appelait pas encore le cloud, c'est-à-dire sur nos serveurs. Et vous alliez payer pour ce service-là. Ça ressemblait à peu près donc la promesse de base, ça ressemble à peu près à ça. Donc, tu uploads tes fichiers, tu les récupères. Alors, je suis désolé, hein, c'est une autre époque. À l'époque, on mettait des coins arrondis dans tous les sens, on mettait et on mettait des dégradés de partout. C'est voilà, il faut vivre avec son temps. Et ça marchait très bien sur iOS 6 parce que je vais juste vous redire à quoi ressemblait. Donc en fait c'était 2008. Et vous allez me dire, je vois pas où est l'innovation parce qu'aujourd'hui, vous avez Google Drive qui vous fait exactement la même chose avec exactement les mêmes fonctionnalités. Sauf que Google Drive il date de 2012 et donc nous on est sorti en 2008. On est sorti 4 ans avant. 2008, si vous vous souvenez, on parlait encore de Web 2.0 avec du user-generated content, donc des trucs que font les utilisateurs et dessus on rajoute de la publicité. En France, Facebook commençait à arriver. Mes copains d'avant étaient encore devant. Je sais pas, en termes d'utilisateurs en tout cas. Chez Yahoo, il y avait Flickr. Chez Google, il y avait Picasa qui permettait de stocker les photos. Et d'ailleurs, très rapidement, la deuxième fonctionnalité de notre service a été d'aller choper les photos chez Facebook, Google, Picasa pour les rapatrier à un seul endroit. Donc c'était de faire de la fusion. D'ailleurs, on a bien rigolé quand il y a des utilisateurs coriaces de Picasa qui arrivaient avec 10 000 photos. Techniquement, c'était notre petit challenge. En 2008, justement, il fallait supporter iOS 6. Il fallait supporter Firefox. Enfin, iOS 6, 7 et 8. Firefox, Chrome n'existait pas. Flash était loin d'être mort. D'ailleurs, l'interface ultra complexe que je vais vous montrer tout à l'heure m'avait demandé de l'écrire en Flash. Heureusement, j'ai dit non, parce que pendant ce temps-là, déjà le mobile était en train d'arriver, mais l'iPhone 3G venait tout juste de sortir. Donc, et c'était encore un truc de gros riche. Tu vas me dire, je vois pas, ça n'a pas changé. Mais là, pour le coup, c'était loin d'être mainstream, donc on ne pensait pas vraiment encore au mobile. On s'en est pas occupé. Par contre, en 2008, en même temps, on a eu Dropbox qui, lui, remplissait donc, ce que fait Google Drive, mais en ultra simple. Et ce qu'on faisait, nous, déjà... Donc, en fait, on avait déjà toutes les fonctionnalités qu'a aujourd'hui Google Drive. Et quand Dropbox est sorti, en fait, on l'a regardé un tout petit peu de loin en se disant, mais on est en avance. En fait, ils avaient une interface super simple et ils ne faisaient pas la moitié de ce qu'on faisait. Donc, on s'est dit, c'est bon, on est en avance. On a quasiment gagné. Ça ne nous a pas alarmé en fait, ça nous a rassurés. Et c'est peut-être qu'on n'avait pas tout compris là-dessus. Mais on avait la fonctionnalité en plus qu'on avait, donc ce qui devait être la killer feature, donc le truc supplémentaire par rapport aux autres, c'était la timeline. Ça, ce sont les timelines d'aujourd'hui, celles qui sont sorties ces 2 dernières années. Chez Facebook, donc vous avez un petit endroit qui s'appelle la timeline où vous avez donc le classement par année de tous vos événements, de tout ce qui s'est passé. Dropbox, récemment, ils ont sorti ça aussi. Vous pouvez scroller, voir toutes vos photos sur une timeline avec la chronologie qui est sur le côté. Et donc, ça, c'est quelque chose que auquel nos investisseurs avaient pensé il y a quelques temps. Et donc, on leur avait implémenté un truc super graphique. Techniquement, tu n'imagines même pas à quel point c'est complexe. C'est pour ça qu'on m'avait demandé de le faire en Flash, ce truc-là. Parce que
En gros, il faut s'imaginer une espèce d'interface à la Google Maps où tu peux scroller gauche-droite, tu peux zoomer, dézoomer, donc ça va changer l'échelle de temps. Tu as toutes les petites bulles là, qui représentent des événements, des groupements de photos, etc., qui se déplacent, qui flottent, tout ça. Et donc ça marchait sur iOS 6. C'était vraiment sympa, c'était très graphique. À chaque fois qu'on faisait une démo, les gens faisaient wow. Ils étaient vraiment soufflés. Et nous, ça nous rassurait, ça. Euh, mais s'il y a bien un truc que j'ai appris en se plantant, c'est que quand les gens font wow, c'est pas pour ça qu'ils sont prêts à l'utiliser. Et c'était pas fini derrière, il y avait encore des trucs. Non seulement on pouvait avoir des revenus directs en vendant donc le truc, l'espace de stockage tel quel, mais en plus derrière on était en contact avec SFR et Orange pour leur revendre le système de stockage, donc le cloud avant l'heure, en marque blanche. Et puis on avait plein d'autres idées derrière. Donc il y avait vraiment. Alors, s'il y a bien un truc aussi qu'il faut bien retenir, c'est que quand vous êtes une start-up et que vous discutez avec Orange ou SFR, il ne faut pas compter sur eux. Hein. Et à un moment donné, ils vont vous dire oui, généralement ils vous disent non, mais le temps qu'ils vous le disent, soit vous êtes mort, soit vous avez trouvé autre chose. Mais voilà, donc en tout cas, on n'était pas censé dépendre d'eux. Et puis on avait plein d'autres trucs derrière, c'était pas les idées qui manquaient. Donc on avait un produit, franchement, qui était pas mal, qui allait générer des revenus directs, éventuellement des revenus indirects, qui est un produit sur lequel aujourd'hui tous les gros Google, Dropbox, iCloud, aujourd'hui tout le monde s'est positionné là-dessus. Peut-être qu'on est parti trop tôt d'ailleurs. Seulement on avait suffisamment de budget, en fait on aurait pu attendre, on aurait pu tenir plusieurs années jusqu'à ce que le marché grossisse de lui-même. Donc si ce n'est pas le produit qui nous a planté, c'est peut-être nous, peut-être qu'on est des quiches. D'abord, on avait des investisseurs qui. Donc, une startup, c'est d'abord une histoire d'être humain avant tout. Donc, on avait deux investisseurs. On avait Monsieur Cravate et Monsieur Chemise à Fleurs, qui est un espèce de couple un peu bizarre. Il y en a un qui a de l'argent et l'autre qui a des idées. Et à eux deux, en fait, ils forment la moitié d'un Steve Jobs, tu vois. Et franchement, ils avaient une longue série ils avaient fait fortune de multiples fois et ils continuaient en fait. Donc c'était leur taf. Donc moi j'avais confiance. Après, on s'est quand même rendu compte que au final, ils géraient trop de boîtes en parallèle. Donc ils avaient des super idées, mais ils n'arrivaient pas à suivre. En fait, ils étaient trop concentrés trop dilués et pas assez concentrés sur nous pour voir qu'on était en train de se planter. Ce qui est super important quand on crée une boîte, évidemment, c'est ce que regardent les investisseurs avant tout, c'est l'équipe, parce qu'ils investissent plus sur une équipe, sur des humains, que sur un business plan qui est la moitié du temps foireux, ou que sur le produit. Dans une équipe, évidemment, ce sont les premiers employés qui sont les plus importants, puisque c'est eux qui vont tout faire. S'il y en a un qui craque, il risque d'emporter la boîte avec lui. Note au passage, c'est un peu moche à dire, mais les boîtes qui survivent et qui font de l'argent, c'est aussi celles qui n'hésitent pas à dégager très vite ceux sur lesquels il y a un doute. C'est des décisions difficiles à prendre. Moi, j'ai dû la prendre pour un prestataire qu'on avait embauché. Dans la startup suivante dans laquelle je suis allé, c'est moi qu'on a dégagé. Donc ça fait mal, mais bon, quand ça colle pas, surtout au début, il ne faut pas insister. Donc on était 4 en fait à être employés. On avait déjà tous bossé ensemble. Au passage, ne faites jamais de start-up avec ou un projet pro où il y a de l'argent en jeu avec de la famille ou des amis. Donc nous, on n'a pas fait cette erreur-là. Ça évite en fait beaucoup de communication irrationnelle, beaucoup d'énervement, ce genre de choses. Donc on avait une bonne ambiance. Même quand ça s'est fini, il n'y avait pas de rancœur entre nous. Et surtout, on avait déjà tous travaillé ensemble. Donc on se connaissait déjà tous d'avant et on savait comment on allait fonctionner. Donc on est rentré très vite dans le mood. Et tout le monde avait plus de 10 ans d'expérience, sauf moi qui était le junior du coin. Donc on avait un mec pour gérer la base de données, on avait un administrateur système ultra qualifié, moi j'étais au développement, et on avait l'homme orchestre dont je vais vous parler tout à l'heure. Pour vous dire, donc je ne vais pas vous parler du CV des autres, moi je venais de chez Yahoo, ce qui voulait dire quelque chose à l'époque. Ça faisait déjà 8 ans que je faisais du PHP, de l'intégration, du JavaScript. Et donc chez Yahoo, j'ai appris un paquet de trucs. D'ailleurs, au passage, la France, c'est le bon endroit. Si vous voulez créer une boîte technologique, c'est
C'est vraiment un très bon endroit. D'abord parce que, alors on se plaint qu'en France, il y a les impôts, l'URSSAF, tout ça, ça plombe les boîtes. La vérité, c'est que quand les Américains, eux, doivent payer leurs ingénieurs, euh, en fait, mon CV, on m'avait proposé le poste dans la Silicon Valley, c'était 100 000 $. En France, j'étais que à 50 000 euros et j'étais déjà super cher par rapport à la moyenne du marché. Donc, la France, c'est l'endroit où il faut être en fait pour créer ce genre de boîte. On a vraiment de très bons ingénieurs et ils sont pas chers par rapport aux anglo-saxons. Donc ça, c'était juste moi. Donc imaginez que les autres avaient encore des années d'expérience de plus que moi. Donc on avait une bonne équipe. On n'était pas une équipe de débutants en tout cas. Et puis il y avait le porteur du projet, le type qui sait tout faire. Tout à l'heure, on va parler du généraliste, juste derrière moi. Nous aussi, on en avait un et c'est franchement important. Si vous n'avez pas un type avec du charisme et de l'énergie, qui va bouger tout et qui est capable de dialoguer avec tout le monde, ben vous êtes mort en avance en fait. Et nous, on l'avait. Il savait tout faire. Par contre, c'est-à-dire qu'il était capable. Il était capable en fait de parler budget, c'est lui qui avait la boîte. Dans les coups de bourre, il nous aidait à faire du code. Il nous a fait une grosse partie du design. Il était capable de dialoguer avec les deux autres spécialistes en serveur et en base de données. Et c'est lui qui a écrit en fait toutes les specs, les 130 pages de specs dont je vais vous reparler tout à l'heure. Donc voilà. Donc la seule limite en fait du généraliste, c'est que forcément quand on a un problème sur un point ultra précis, et nous en l'occurrence on avait un problème d'ergonomie, bah, on aurait mieux fait de faire appel finalement à un vrai ergonome. Mais on s'en est pas rendu compte tout de suite et vous allez voir pourquoi. Alors on avait donc une super équipe, on avait des gens avec de l'argent, des gens avec des idées et des chemises à fleurs, on avait quelqu'un qui était capable de nous coordonner, on était ultra spécialisé. Il manque quelqu'un là-dedans, ça on l'a pas eu. Il manquait un type pour vendre. Tu peux faire le meilleur produit du monde si tu n'as personne pour le vendre, ça sert à rien. Donc effectivement, on ne l'avait pas eu, mais c'est pas non plus ça qui nous a planté. Je fais une aparté sur les prestataires de manière générale parce que c'est rare en fait en startup d'embarquer des prestats, donc des externes, parce que généralement pour toi c'est des foutus mercenaires qui viennent et qui repartent avec ton argent. En fait, faut pas hésiter à prendre des prestataires. Dans les 3 premiers mois qui sont les mois fondamentaux, on a eu 2 freelances et un stagiaire. Ouais, encore un mec qui bouffe du stagiaire. Le stagiaire, on lui a fait faire des trucs intéressants. On lui a fait faire des tests unitaires, ce qui était super rare déjà à l'époque dans le web. Et moi, ça me sécurisait vachement. Ça permettait de savoir que toute la base de code qu'on allait écrire allait tenir. Et si je vous parle en fait des freelances, après on a eu d'autres prestataires, mais si je vous parle des 2 premiers freelances, c'est pour dire que il faut pas hésiter en fait à prendre des gens qui sont bons. Même s'ils sont un petit peu chers. Donc en fait, on a eu 2 freelances. On en a eu un normal, senior, il a fait exactement ce qu'il nous fallait. Et moi, je pouvais me concentrer sur le code ultra core, c'est-à-dire la timeline et et tout ce qui était gestion des fichiers. Pendant que lui, il faisait tout ce qui était important à sortir, mais au périphérique, c'est-à-dire le système de login, des choses comme ça. Donc très bien, ça nous a coûté cher, mais c'était très bien. Et puis on a eu un autre freelance qui était étudiant en physique nucléaire, russe, qui n'était pas cher, et qu'on a recruté via un forum de jeux vidéo. Mais il était bien, vraiment, c'était vraiment un type bien. Sauf que finalement, effectivement, il coûtait 10 fois moins que l'autre freelance, mais tout ce qu'on n'a pas payé en argent, on l'a payé en temps. C'est-à-dire que il faut s'occuper de lui, il faut lui donner, il faut l'orienter. Ça restait un junior. Hein. Donc voilà, donc c'est peut-être bien pour sortir quelque chose rapidement, mais ce genre de bricolage qu'on fait, ça peut coûter cher en temps. Et le temps dans une startup, c'est ce qui compte. Ok, donc on était une plutôt bonne équipe. On avait un plutôt bon produit. Donc peut-être qu'on s'est loupé sur la manière dont on s'est organisé. On va voir que oui et non. Je voulais juste vous parler du télétravail. On a fait du télétravail, ça se fait pas forcément souvent en startup. En tout cas, à l'époque, ça se faisait pas. Surtout qu'on était sur Paris. Donc sur Paris, on se met tous ensemble dans un bureau de 3 mètres carrés et on est tous des potes, on bouffe des pizzas. Donc on a fait du télétravail. En fait, on en a tiré plein d'avantages.
D'abord des employés heureux, c'est important. On se voyait quand même fréquemment hein, pour échanger, pour lancer des trucs, mais le télétravail nous a permis par exemple de recruter des profils qui d'habitude ne viennent pas en startup. Le développeur Oracle, c'est des types qui ont des bons salaires, ils n'ont aucune raison de venir dans une startup, sauf que le mec il avait une famille. Donc le télétravail pour lui c'est un vrai argument. Il a baissé son salaire, il est venu chez nous. Quand tu vas au bureau, surtout sur Paris où tu as minimum 1 heure de transport, si tu es présent sur site 8-9 heures, on considère en gros que tu as délivré 4-5 heures de travail effectif quand tu es en forme. En télétravail, moi je faisais du 9h-19h sans interruption. En gros, tu t'arrêtes pour manger ton plat Picard parce que Picard c'est la vie. Tu t'arrêtes pour faire donc tes pauses. En gros, ça consiste à faire le ménage. Donc madame elle est contente. Et n'empêche que le soir, moi j'étais pas fatigué. Et donc ça a vraiment contribué à ce que je reste plus longtemps que ce que j'aurais dû rester. Euh, et donc le télétravail, c'est bien tant que les gens sont motivés. Dès que tu commences à perdre ta motivation, là par contre, c'est tout de suite moins drôle parce que bah, tu peux pas te cacher. Tu n'as pas envie de bosser, tu as ton cerveau qui s'allume pas. Il y en a un, ça lui a coûté. Il est parti en dépression derrière ça parce que le fait de voir personne pendant des journées entières, bah, quand on se voyait en réunion, ça se sentait, tu vois. C'est le mec qui va parler pendant 3 heures parce qu'il voit des humains, il est content. Mais n'empêche qu'effectivement, une fois qu'il est sorti de là, ça lui a fait mal. Donc le télétravail, c'est cool, mais c'est à manier vraiment avec précaution. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est pas ça qui nous a tués. On commence à rentrer dans le truc. Donc, je vous ai dit, en fait, on est parti avec 130 pages de projet, de pur texte, hein, je veux dire, il n'y avait pas d'illustration. Les seules illustrations qu'on avait, c'était voici à quoi devrait ressembler, voici l'architecture d'information. Et parce que, enfin, en gros, on en avait pour plus d'une année homme juste en développement. En fait, les investisseurs, eux, ils pensent de manière classique. C'est-à-dire, l'effet tunnel, ça leur fait pas peur, tu vois. Donc l'effet tunnel, c'est, voilà les specs, on se revoit dans 1 an et on voit si c'est bon. Ça, c'est l'effet c'est ce qui se passe dans plein de boîtes. Et il y a plein de projets informatiques qui coûtent des millions d'euros qui sont annulés à cause de ça. Mais dans le web, c'est pas une culture qu'on a. Donc on est parti sur un compromis, quelque chose de plus ou moins agile. En gros, on a pris les 130 pages, on les a priorisées module par module, et on a dit aux investisseurs, nous, on va vous les sortir au fur et à mesure. On ne va pas vous sortir dans 1 an un truc fini, on va vous sortir dans 3 mois quelque chose qui sera au tiers ou au dixième de tout ça. Donc, on a estimé les tâches, rituel tous les matins, rituel toutes les semaines pour se dire où est-ce qu'on en est. On avait un wiki interne. Donc, tout ça, c'était pas mal. Tout le monde était d'accord avec ce cycle de développement. Ça rassurait même les investisseurs, pour eux, c'était nouveau. Mais ça les rassurait du coup de voir le travail en train d'évoluer. Et au bout de 3 mois, on a fait une réunion avec la démo fonctionnelle, buggée certes, mais qui marchait et qui présentait du coup le gros du produit. À ce moment-là, si on avait déçu les investisseurs à cette réunion-là, on était tous morts, on dégageait tout ça. On était tous en période d'essai, ça tombait bien. Les 3 mois, c'est pas pour rien. Donc, mais ça s'est bien passé. On fait la démo, tout le monde est content, on va boire des bières. Et là, pendant qu'on s'alcoolise tranquillement, on a quand même posé la question qui taraudait un peu, c'est bon, quand est-ce que ça, on le balance en production? Donc le type qui a les chemises à fleurs, il avait plein d'idées, il a répondu quand ça sera fini. Quand ça sera fini. Et là, en fait, on n'a pas réalisé tout de suite qu'il y avait une différence culturelle fondamentale entre leur économie à eux, ils avaient fait fortune notamment dans le mobile. Tu sors le téléphone, tu t'en occupes plus, il y a des gens pour le vendre. Dans le web, ça ne peut pas marcher comme ça. Dans le web, quand tu as 130 pages de spécifications, tu sais que tu vas même pas en exécuter la moitié. Pourquoi? Parce que dans le web, tu es censé sortir, tu es censé te confronter aux utilisateurs. Et donc, ton cahier des charges initial de 130 pages, même s'il a été écrit parce que c'est important d'avoir un plan, tu sais que tu vas pas en faire la moitié. Tu vas faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes et ça va rendre ton produit ultra spécifique par rapport à ta cible. Mais du coup, tu auras le bon produit. Tu n'auras pas le produit qui était dans ta tête était parfait. Tu auras le bon produit. Et donc, on s'est redonné rendez-vous 3 mois plus tard pour lancer une bêta privée avec juste la timeline, le stockage de fichiers, plus la récupération de photos chez Picasa. Et c'est là que je dis qu'on a eu trop d'argent. Donc, vous savez combien ça coûte un site, hein? Ça coûte le prix d'une voiture.
C'est-à-dire entre la Twingo d'occasion à 500 euros et le petit machin là avec les ailettes qui se lèvent et tout. Et nous, en fait, on avait le budget pour ça, avec les ailettes. Mais je pense que les investisseurs, ce qu'ils avaient en tête, c'était surtout les ailettes plus que la voiture, tu vois. Donc là, oui, c'est un machin à 850 000 euros. Et ce budget-là, on l'avait, mais on ne le savait pas. On le savait pas. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il faut, s'il faut donner d'avance son budget, parce qu'effectivement, moi, on me dit j'ai quasiment 1 million d'euros devant moi. OK. Là, on était en mode rush. Pendant les 6 premiers mois, on a voulu sortir quelque chose très, très rapidement, et c'était la bonne tactique. Mais les investisseurs, eux, une fois qu'on leur a sorti donc la deuxième, la bêta qui devait être publique, donc confrontée à des utilisateurs, ils ont dit ah non, finalement je préférais ça. Enfin voilà, on a commencé en fait à tourner en rond, et ça a duré pendant 2 ans. Il y a très peu de gens qui ont vu le produit, qui ont pu faire des retours. Donc on n'a pas itéré par rapport à nos retours. La philosophie pourquoi est-ce que j'ai fait ce talk? C'était pour vous dire que c'est pas la peine le manque d'argent n'est pas forcément, ou en tout cas un budget limité, n'est pas forcément un problème. L'équipe était bonne, les technologies étaient les bonnes, le projet répondait à un besoin qui aujourd'hui est comblé par Dropbox, Drive, iCloud et les autres. L'interface était un peu compliquée, mais l'interface, on aurait pu justement la faire beaucoup plus simple si les utilisateurs nous avaient dit « Ah non, c'est trop compliqué ». Mais on ne sait pas justement en fait laisser le temps, on n'a pas pu aller jusqu'aux utilisateurs et les écouter. Si on avait eu que le tiers du budget qu'on avait, du coup, les investisseurs auraient été forcés, c'est-à-dire qu'on n'aurait eu qu'une année en fait. Donc au bout de 6 mois, le truc classique, c'est au bout de 6 mois, tu sors quelque chose avec juste ce qu'il faut, la promesse de base. Derrière, tu sais que tu as encore 6 mois de trésorerie pour faire évoluer en fonction de ce qu'on te dit. Et au bout de 2-3 mois, quand tu commences vraiment à avoir quelque chose de sympa, là, tu peux commencer à vendre le truc et à évangéliser. Donc voilà. Et au pire, au bout d'1 an, tu te rends compte que ça ne marchera pas, ben, tu arrêtes, quoi. C'est grave pour personne, ça fait moins de dépressifs dans la nature. Et donc voilà. Dans notre cas, en fait, si vraiment on était parti sur on envoie aux utilisateurs, est-ce que ça vous plaît ou pas, et à partir de là on itère, ça aurait vraiment marché. Voilà. Des questions ? Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui a dû, vu les tweets, éveiller quelques interrogations et pas mal d'intérêt. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je pense qu'il y en a, oui. Bonjour, tout à l'heure, ça marche ? Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'entre vous, l'équipe, métier, cœur de métier, vous avez tourné en rond pendant 2 ans avec vos investisseurs. Concrètement, à part la problématique utilisateur, ça voulait dire quoi ? C'était quoi votre type de problématique ? Ça veut dire qu'on a fait une première version de la timeline. On s'est dit, les investisseurs ont dit non, c'est pas ça qu'on voulait. On a fait une deuxième version de la timeline. Au bout de 6 mois, non, c'est pas ça qu'on voulait. On a fait une troisième version de la timeline. C'est ça, tourner en rond. C'est-à-dire que tes seuls inputs, ce sont les opinions. Alors, j'ai pas mis la slide, mais il y a un concept rigolo qui s'appelle le HIPPO, le Highest Paid Person Opinion. En gros, c'est le mec qui a le plus d'argent, c'est lui qui a forcément raison. C'est ce genre de choses qu'on essaie d'éviter normalement. Et nous, on l'a pas fait. C'est-à-dire que le type avait l'argent, il voulait ça, ok, 6 mois après, on lui a fait ce qu'il avait demandé. Mais c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Donc c'est ça, tourner en rond. C'est on écoutait que nous-mêmes et les 10 pauvres utilisateurs qui ont vu l'interface. Bonjour. Moi, en fait, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Je trouve ça cool de venir témoigner lorsqu'on a perdu. Et en fait, c'est énorme, c'est qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Et en France, on n'a pas le droit de se tromper, sinon après, lorsqu'on a raté quelque chose, on n'arrivera à rien, en fait. Et moi, je voulais juste saluer ça, et c'est cool de venir en parler et de partager. C'est vraiment une vraie expérience. Voilà. Merci. Après, ce que je dis toujours, c'est qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs
que de ses victoires. Des fois, tu sais pas pourquoi tu as gagné. Moi, je sais pourquoi j'ai perdu. Et je sais aussi ce que j'ai fait de bien. C'est pour ça que je l'ai listé aussi. Et donc maintenant, la prochaine startup, je sais à peu près à 90% ce qu'il faut faire. Donc on verra ce qui se passe, quoi. D'autres questions? Bonjour, j'ai 2 questions en une. La première, c'est vous avez vécu quoi, enfin vous avez vécu de quoi pendant 2 ans, de pizza et d'invest. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous faites pendant les 2 prochaines années? Donc j'ai vécu de plat Picard, visiblement. Et les 2 prochaines années, pour l'instant, je continue freelance, c'est cool. C'est bien en soi. Je voudrais bien, le truc, c'est que ça fait quand même 4 ans que je fais du pur consulting. Donc, l'envie de revenir vers un produit que tu as toi, ça commence à me manquer. Je dis ça, je dis rien. Et j'ai envie de redescendre sur Toulon, un de ces 4. Il y avait une autre question à droite. Je crois que tu l'as dit à un moment donné, et tu n'as pas trop insisté sur cet aspect-là. Est-ce que tu crois pas que c'était trop tôt? Je crois que tu l'as dit à un moment, hein. Et je sais que c'est vu comme remettre un peu la faute sur les autres, mais je pense que ça peut exister vraiment qu'un produit arrive trop tôt. Alors, le truc, c'est que donc oui, c'était trop tôt par rapport à Drive, Facebook et tout le bordel. Par contre, par rapport à Dropbox, eux, ils sont sortis l'année où on avait fini de développer cette partie-là déjà. Donc, après, c'est sûr, comparer ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans un marché européen, c'est un peu touchy. En tout cas, on avait le budget pour tenir les 3 ans qui nous manquaient avant que le stockage cloud soit mass market. Donc, c'est un loupé. On était là, un peu trop tôt, certes, mais on aurait pu tenir, quoi. J'aurais une question, mais qui est plutôt une confirmation. C'est bien 130 pages de spec et pas une maquette IHM. Non, on avait demandé à d'autres prestats externes de nous faire donc les premières maquettes. Et après, oui, en interne, donc l'homme orchestre, donc le boss a continué lui à développer toute la partie graphique. Mais oui, le premier truc, c'était vraiment la pure description fonctionnelle. Il y avait une autre question là-haut. J'ai vu un TED récemment, il y a un type qui a analysé tout un tas de startups qui avaient fonctionné et il disait que le seul élément, le commun dénominateur, c'était le timing. L'argent, l'équipe, la capacité à tenir le coup, ça n'avait pas finalement autant d'importance que ça, mais vraiment le timing. Et moi, j'ai fait à peu près le même parcours que toi déjà 2-3 fois aussi. Et c'est vrai que une fois, j'étais dans un salon, je présentais mon produit et il y a un mec qui m'a dit ça, on a déjà essayé il y a 2 ans et ça n'a pas marché. Ouais, c'était peut-être que le timing. Ça m'étonnerait, mais de toute façon, oui, c'est forcément plusieurs facteurs. Juste une précision, l'idée, elle venait de qui? De l'équipe, les 4, de l'homme orchestre ou des investisseurs? Des investisseurs. Donc eux, ils avaient vraiment, ils ont plusieurs idées à la minute, de toute façon. Enfin, le mec en costume à fleurs, il a plusieurs idées à la minute. Et l'autre, il a énormément d'argent, donc il marche comme ça, quoi. Et est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas plus insisté sur... est-ce que ce ne serait pas pour ça, en tout cas, que vous n'êtes pas opposé plus que ça? Alors, on s'est opposé quotidiennement, on a dit quotidiennement, il faut sortir. Alors, ce que j'ai pas dit, effectivement, c'est qu'une des erreurs que je ne referai plus jamais, c'est de ne pas rentrer dans une startup dont moi-même, je ne vais pas être le consommateur. En 2008, mes stockages, mes sauvegardes et tout ça, je le faisais chez moi parce que j'étais le geek, parce que voilà. Il m'a fallu 2 ou 3 ans après, quand mon fils est né, où j'ai commencé à prendre des milliers de photos, que je me suis rendu compte que putain, c'était vraiment une très bonne idée. Donc oui, il vaut mieux être... Enfin, moi en tout cas, je peux plus me jeter dans une boîte où je vais pas être moi-même consommateur et complètement acteur du truc. Parce que honnêtement, on est surtout moi, je suis un gros râleur, je suis un gros critique, mais à un moment donné aussi, tu te dis,
je suis moins visionnaire que certains. Les specs, elles ont été réfléchies, écrites. Tu peux le discuter tout ce que tu veux. Une fois que tu as balancé tous tes arguments et qu'on te dit on y va, à un moment donné, il faut quand même produire. Donc, on y est allé, quoi. Du coup, moi, Hop, je suis là. Tu disais, j'ai 90% des choses maintenant en termes de vision pour construire ma nouvelle startup. Tu penses que ça va marcher avec ces 90%-là? C'est quoi pour toi? Alors, rapidement, enfin les éléments essentiels. C'est avoir un prototype très tôt, le sortir et le mettre dans la main d'utilisateur. Avoir des gens que tu connais pas te dire j'aime, j'aime pas. Voir où est-ce qu'ils mettent leur doigt sur l'écran. Sortir le minimum viable product en moins de 6 mois. Donc pareil, là tu réécoutes tes utilisateurs. Avoir un type qui est capable de vendre ta solution, parce que nous on est resté entre techos, c'est jamais bon. Connaître ses investisseurs, savoir pourquoi est-ce qu'ils viennent, savoir ce qu'ils ont dans la tête, à quel moment ils vont en sortir. Après c'est du travail d'équipe, donc savoir mixer. Si tu veux, tu peux prendre plein de juniors, il te faut au moins 1 ou 2 seniors pour asseoir le truc. Si tu prends que des seniors, c'est pas bon non plus parce que tout le monde reste dans sa solution. Et puis il y a moins d'engouement quand tu es senior aussi. Pas hésiter à prendre du prestat à l'extérieur et itérer tout le temps. Écouter ce que l'utilisateur a à dire, quoi. C'est de la pure. On s'est planté sur la pure ergonomie, quoi. Donc on aurait pu réussir. Et ce qu'a réussi Dropbox, c'est ça. Plus le fait de le vendre, etc. Donc voilà, c'est une des checklists que j'ai en tête. Merci.